Lorsque l'on se pose la question, pourquoi fait-on tout ça? La question qui revient, c'est pour le patient. De quoi a besoin d'un patient sur le territoire? Ma formation m'a amené à ne jamais faire de traitement sans la question diagnostique. Donc je pense qu'il appartient au territoire et aux régions de faire le diagnostic des besoins des patients, des manques, des faiblesses. Ce n'est pas un bazar organisationnel qui va résoudre des problèmes. Il faut répondre aux problèmes posés sur les territoires par les patients. Or, il y a des choses qui marchent. On dit que ça ne marche pas. Il y a des choses qui marchent. N'oublions jamais que l'accessibilité des soins primaires passe par le secteur libéral, c'est-à-dire le secteur privé, c'est-à-dire les médecins généralistes, qui ont une forme de fonctionnement de libéraux, donc de privés. Ces médecins libéraux, dans les zones défavorisées, ont trouvé des solutions, parfois qui marchent. Ces solutions, parfois, sont avec le secteur privé. Beaucoup, dans la réactivité. Parce qu'un coup de téléphone, un SMS, un mail, et ils ont une réponse immédiate. Donc la réactivité du secteur privé a occasionné des files actives et des filières de patients qui peuvent échapper au secteur public. C'est un point important parce qu'il faut un diagnostic lucide. Si on n'a pas de diagnostic lucide, on risque d'identifier des faux besoins, on risque d'identifier des besoins couverts, et le pire, c'est qu'un gros établissement, CHU ou pas, arrive à un endroit en disant « je vous apporte des solutions », mais qu'elles ne sont pas adaptées aux questions et aux demandes du territoire. Donc tout passe par un diagnostic point par point des faiblesses de ces territoires. À partir de là, effectivement, il y a une analyse et une co-construction avec les personnes des établissements moins importants, non universitaires ou locaux, pour répondre à ces besoins. Donc après le diagnostic positif ou le diagnostic des causes, il faut trouver des solutions, et là le secteur public peut apporter des solutions, ça a été rappelé, notamment à des populations qui n'ont pas accès aux soins suffisamment ou à des populations qui ont des moyens limités et qui ne veulent pas aller recourir à des secteurs privés, ne serait-ce que parce qu'il y a le problème des dépassements d'honoraires qui pèsent lourd dans l'accessibilité aux soins aujourd'hui. Et sur cette base de diagnostic, comment apporter une solidarité, une complémentarité, et comment coordonner ce qui va être finalement utile. Cette co-construction, elle doit marcher sur trois leviers, trois types de leviers qui sont toujours les mêmes. Des leviers organisationnels, comment finalement on organise les liens manquants, puisqu'on a fait un diagnostic de liens manquants et d'absence de fluidité, des soutiens et des supports absolument indispensables, en numérique par exemple, des leviers structurels qui peuvent être envisagés, des incitations financières ou des projets innovants, le numérique peut en faire partie là encore, et enfin j'arrive évidemment aux leviers culturels qui sont fondamentaux si on veut changer l'esprit et aller vers un fonctionnement solidaire. Les facultés de médecine, les universités de santé ou facultés de santé doivent former des professionnels de santé qui répondent à des stratégies, certes nationales, mais des stratégies régionales et territoriales de santé. Et ces stratégies doivent être partagées et solidaires. Donc la question pour les facultés de médecine, c'est de dire quelles sont mes cibles, non seulement fixées au niveau national sur la santé publique, mais quelles sont les cibles sur la région et le territoire avec leurs propres spécificités. On en a un certain nombre
Et on sait que dans certains territoires, il y a des cibles très fortes et particulières. La deuxième question, c'est de veiller à former à l'harmonie des pratiques sur ce territoire et cette région. Et là, il faut bien que les CHU se coordonnent pour être les insuffleurs de l'harmonie des pratiques, avec un travail en relais avec les hôpitaux non universitaires, et il est important aussi que tous nos établissements s'adaptent aux nouvelles pratiques ambulatoires, parce que j'entends nos internes qui viennent et qui nous disent monsieur, je veux aller dans le privé parce que la pratique ambulatoire chirurgicale, je la prendrai dans le privé, parce qu'elle est à 80% développée ou 70% dans le privé et pas dans les hôpitaux universitaires ou non universitaires. Attention, celui qui gagnera le défi ambulatoire sur les maladies chroniques gagnera le défi de la formation. Parce que si on a une formation inadaptée aux enjeux, on perdra aussi la labellisation de la formation. Au nouveau mode d'exercice, la question est la même. Par exemple, que fait-on pour former aux nouvelles structures d'appui, aux HAD, aux nouvelles manières de fonctionner en coordination dans nos études de médecine? Au transfert de compétences et au travail en équipe, c'est une question de la démocratie sanitaire. Elle dit, qu'est-ce que vous, les facultés de médecine, vous faites pour former des gens au travail en équipe? Et j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'on fait pour que nos PU-PH soient des animateurs et des coordonnateurs d'équipe? Par quoi on le contrôle? Comment on les forme dans le parcours? Et enfin, je dirais à l'innovation biotechnologique. Pour terminer, je dirais 2 ou 3 points. S'attacher à l'irrigation territoriale des stages formateurs, sous réserve de la qualité d'un encadrement, c'est fondamental. On ne peut plus ignorer la carte et le territoire. La carte et le territoire, ça veut dire, on le sait à travers la médecine générale, que pour peu qu'il y ait un encadrement évalué, il faut ne pas négliger, à travers la coordination des enseignements, ces territoires. Je dirais, dans un raccourci, que beaucoup de coordonnateurs hospitalo-universitaires sont d'abord des coordonnateurs de leur propre service. Ça, ce n'est plus possible. Ils ont la responsabilité d'un territoire et d'une région. Ils ne peuvent pas raisonner avec 10 internes de rhumatologie dans leur service et 0 ailleurs. C'est plus possible. Sinon, le GHT s'arrête là. Le dernier point, c'est développer les formations sociales interprofessionnelles. Bien sûr, les plateformes de simulation, ça a été évoqué, je m'arrête là. Le dernier point qui est très important, le questionnement éthique est à l'origine de tout, à la condition qu'il ne soit pas instrumentalisé à tort. L'éthique clinique, quand elle est bien construite, pose les bonnes questions. Est-ce que nos réformes, quelles qu'elles soient, ont le souci de la personne? Est-ce qu'elles souhaitent atteindre les patients et la société? Ou est-ce qu'elles sont faites pour protéger un certain nombre d'institutions? Et je dirais que les espaces régionaux éthiques, à la condition qu'ils aient une méthode de travail, une volonté de ce qui relève, de trier ce qui relève de l'éthique et de ce qui n'en relève pas, peuvent avoir un rôle d'insufflation auprès des CHU pour montrer la voie qu'il faut choisir, à la fois dans les choix d'enseignement, à la fois dans les choix d'irrigation territoriale, à la fois dans la distribution des stages et dans la solidarité que l'on doit à ces territoires. Merci beaucoup, monsieur le doyen.